Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus du top 10 science-fiction. Après la violence qu'a été ce top 10 très mouvementé, nous allons faire une vidéo un peu plus posée. Où nous allons pas crier, ou peut-être. Donc pour cette vidéo bonus, je nous ai préparé une pile de films que j'aurais bien voulu inclure dans le top 10, mais que je n'ai pas pu parce que c'est un Top 10. voilà, et qu'il faut. Mettre 10 films. Je vais commencer par Robocop, Total Recall et Starship Troopers. Ces films ont en commun le réalisateur qui est Paul Verhoeven. Et Paul Verhoeven, pour moi, c'est le réalisateur qui incarne le plus l'idée de la science-fiction sociale, comme je parlais dans la vidéo avec Neil Blomkamp. Et donc, Neil Blomkamp, c'est un peu l'héritier de Paul Verhoeven. Que ces films, en fait, c'est des critiques de la société américaine, surtout Starship Troopers qui met un gros coup de poing à toute la propagande de l'armée et tout ça, qui met les Américains face au consumérisme et tout ça, les pubs dans Robocop, voilà, c'est l'abondance de pubs et trucs comme ça. Total Recall aussi, c'est un peu pareil. Et donc, vous voyez, Neil Blomkamp, c'est un peu l'héritier de Paul Verhoeven, et ça se confirme parce que Neil Blomkamp est en train de bosser sur la suite de Robocop. Minority Report de Steven Spielberg avec Tom Cruise. C'était leur première collaboration. C'est un bon film d'anticipation. Regardez sur Google ce que c'est. Non, je rigole. Anticipation, c'est une catégorie, c'est un sous-genre de la science-fiction. C'est quand on simule, on te met en scène le futur, une société du futur, pas si éloignée que ça. Et qui te montre un peu comment pourrait être la vie dans cette société. Et du coup là ça raconte l'histoire d'une sorte d'expérience scientifique. C'est des gens qui arrivent à voir les meurtres avant qu'ils soient commis, et du coup il y a une brigade spéciale qui sont faits pour arrêter les criminels avant qu'ils deviennent des criminels. Ouais, c'est très philosophique, je trouve, d'arrêter quelqu'un qui s'apprête à faire un crime et du coup il l'a pas fait. Vous voyez? Alors j'ai aussi un film, j'ai oublié le Blu-ray à la maison, c'est Edge of Tomorrow, qui est un putain de bon film de SF avec Tom Cruise, encore de Doug Liman. In the Panda, il a fait une bonne vidéo dessus où il parlait des adaptations de manga. Il disait que les meilleurs films d'adaptation de manga, c'est des films qui sont pas des adaptations, ce sont des films qui reprennent des codes du manga. Et Edge of Tomorrow, il reprend des codes du jeu vidéo et du manga. Oui, c'est vrai. Et c'est vachement bien foutu, l'histoire de boucle et tout ça, franchement c'est à regarder. Alors ensuite, Avatar. Avatar, oui, du grand dieu James Cameron. Il revient souvent quand même. Lui et Spielberg. Ah ouais, c'est des gars avec que j'ai construit Ouais, ça se détache. Oui, ça se détache. C'est avec des gars à qui j'ai construit un peu, c'est avec ces gars-là que j'ai construit un peu ma vision du cinéma, quoi. Donc Avatar, c'est la claque visuelle. C'est vraiment c'était une révolution ce film. À chaque fois que James Cameron fait un film, c'est une révolution, j'ai l'impression. C'est vrai que il fait pas souvent des films, et le mec il te pond genre Titanic, Avatar et tout comme ça, tu fais ok monsieur, ok. Ce qui est intéressant, les gens reprochent à ce film d'avoir une histoire trop simpliste. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. En fait, le truc qui est bien avec ce film, c'est qu'il te fait une histoire certes classique, mais il mélange donc une histoire classique avec les moyens les plus modernes de la technologie du cinéma, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Quand c'est arrivé à cette époque-là, c'était fou. Pourtant, et ça n'a pas vieilli, c'est toujours. Et ce film, il faut encore la claque à certains films qui sortent aujourd'hui. Regarde, même encore aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, mais t'as le Cirque du Soleil qui a fait une adaptation là, qui est jouée actuellement, qui s'appelle... je sais plus, mais c'est encore repris, je sais plus, il a plus de 10 ans ou pas, je sais même pas. Il est sorti en 2009 celui-là, il va bientôt avoir 10 ans. Il va avoir 10 ans quand même, 10 ans... je sais quoi, on est en 2019 là. Bah oui, 10 ans. Il y a 10 ans, il va avoir 10 ans en décembre. 10 ans, bon, c'est quand même moderne, mais ça commence à faire 10 ans et il fait toujours autant parler de lui, quoi. C'est un monument. J'adore. Après, quand tu vois, c'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Moi, en fait, sur ce film-là, je comprends pas les critiques sur l'histoire.
j'ai envie de dire, c'est une belle histoire quand même, sur tout le truc de l'esprit, tout ça. Et puis l'univers autour est tellement original que tu peux pas reprocher à ce film d'être autant classique dans son histoire. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas. Comment on aurait pu faire une histoire, enfin je sais pas. Bah, c'est goût de chacun après, mais. Peut-être après, c'est sûr, les suites après, tu sais, il a posé les bases, donc là il va pouvoir vraiment partir dans des directions un peu folles. Mais pour moi, c'était nécessaire de faire une histoire un peu classique, on va dire. Sinon, je pense qu'il aurait perdu beaucoup de monde. Ouais, peut-être. Parce que c'est avant tout un film à grand spectacle. Bref, bon, on s'éloigne du sujet, on est encore en train de débattre de la même manière que Interstellar, et ça me met en colère. Merde. On a dit qu'on criait pas. Oui. On a assez crié sur la vidéo là. On reprend tes esprits. Reprends tes esprits. Si tu veux, on le fait en mode ASMR. ASMR. Alors la suite... alors pour moi, c'est la dernière meilleure trilogie de science-fiction. En date. Et je parle vraiment en termes de trilogie, de cohérence entre les films, de développement des personnages à travers les 3 films. Et donc c'est La planète des singes, les origines, l'affrontement et suprématie. Déjà en termes techniques, c'est juste une tuerie. Ils sont très esthétiques les singes. Bon, le premier, les effets spéciaux ont un peu vieilli. 2011, oui 2011, ils ont un peu vieilli. Ça reste encore très regardable, beaucoup très regardable comparé à d'autres films qui sortent encore aujourd'hui. Le 2, là tu te commençais à dire, ah là il commence à avoir quelque chose. Et le 3, tu vois même plus que c'est des images de synthèse. C'est impressionnant. Franchement, je trouve que Andy Serkis, surtout pour celui-là, il aurait mérité en moins une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Parce que ce qu'il a fait avec le personnage de César, c'est vraiment un truc de taré. L'évolution qu'il a apportée à ce personnage, il l'a poussé. Parce qu'il faut dire qu'Andy Serkis, il s'occupe beaucoup de la motion capture, il s'y connaît beaucoup, c'est lui le pionnier, le pionnier de cette technologie. Et du coup, là, il a poussé, mais à fond. Et ça se voit, c'est vraiment genre, on voit. Je me suis fait la remarque quand je suis allé le voir au cinéma, celui-là. Et en plus, j'ai eu la chance de le voir en VO. Au CGR en plus. Moi, je crois que je l'ai vu en VO aussi. Et tu te dis, mais c'est vraiment des personnages, c'est pas des images de synthèse que tu regardes, c'est vraiment. C'est des. Tu peux les toucher, quoi, ils sont vraiment là. Et dire ça des images de synthèse, c'est juste impressionnant. Mais déjà, avec Gollum, il avait fait un truc de dingue. Oui, tu sentais la présence de Gollum, tu sentais qu'il était là. Et là, c'est pareil. L'évolution de la technique, elle est juste folle. César, il l'a mis, mais genre, c'est un truc de taré. Et puis même le développement de son personnage, parce que c'est une trilogie qui se finit. C'est vraiment genre, il y a une conclusion, ça va au bout de son histoire, ça apporte une évolution au personnage, et poignante en plus, parce que à la fin, tu te dis, ah, quoi. Franchement, non, et je les ai regardés d'affilée, en plus, genre un par semaine, je crois. Et c'est franchement du beau travail. Franchement, cette trilogie de la planète des singes, c'est du beau travail. Le steelbook est très beau. Les steelbooks sont très beaux aussi. J'aime bien. Surtout celui-là, il est très classe. Ah, je préfère le dernier. Je préfère le dernier. Le blanc, il est super sobre. Dans le 2, j'aime bien la rivalité entre Koba et César. Franchement, c'est super bien mis en scène. Les acteurs sont super bons derrière les singes. Ça. Là, c'est Maurice. Ah oui, Maurice, le routant. Mais en plus, c'est des personnages, genre, les singes, ils sont à l'égal de l'homme dans ces films. C'est des personnages comme tout autre être humain. Genre, c'est comme la scène où t'as un gorille qui meurt et sa mort, elle est hors champ. De la même manière que t'aurais mis en scène la mort d'un homme. Ah, le hors champ, c'est hyper important au cinéma. Ça te montre que c'est des êtres vivants qui pensent. Enfin, c'est tout con, mais ça te donne le fait que derrière ces films, il y a quelqu'un qui les fait, qui réfléchit, c'est pas un glandu qui lit le scénario et qui fait ça comme ça. Est-ce qu'il les a réalisés ? Franchement. Alors, le premier, c'est Rupert Watt, ouais. qui s'est spécialisé dans la science-fiction. Cette année, il fait un film sur les aliens. Genre, les aliens, ils se sont emparés de la Terre. D'accord. Et ils ont instauré un gouvernement, un truc comme ça, je crois, et ça a l'air pas mal. Et je me suis pas plus informé, j'ai envie de le découvrir comme ça. Et ensuite, c'est Matt Reeves qui a fait les deux autres. Okay. Matt Reeves qui a fait Cloverfield, le premier, qui a fait un remake d'un film d'horreur suédois, super bien, et qui va réaliser le prochain Batman. Ok. Donc je suis content. Oui, la scène du coup de la mort du singe, c'est vraiment... en plus, c'est mis en scène avec sincérité. Genre, c'est vraiment, genre, tu vois le singe,
qui... C'est un personnage secondaire, le singe, mais tu vois qu'il a quand même une évolution. On parle d'un singe quand même, hein, je vous rappelle. Et qu'il a une évolution, et à la fin, il a une sorte de rédemption. Et il va le payer de sa vie. Et du coup, tu vois derrière un homme qui pointe le pistolet vers le singe, tout ça au ralenti. Et après, cut, on revient sur César. César, son visage qui est un peu... Et là, hop, on revient sur la mort du singe qui tombe. Et c'est la même manière que tu aurais fait la mort d'un homme. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre John Carpenter qui est They Live. En français, c'est Invasion Los Angeles. Pour moi, c'est le film de science-fiction qui est le plus explicite dans la critique sociale. C'est de la même manière que Paul Verhoeven, c'est la critique du consumérisme et tout ça à travers la figure des extraterrestres qui ont la main mise sur la population avec la télévision, les publicités, tout ça. Et c'est vachement cool. C'est un peu... C'est très second degré. C'est pas un film à prendre au sérieux, c'est fait pour le fun, mais le propos derrière fait quand même peur. Parce que on est vraiment hypnotisé tous les jours par les images, la publicité et tout ça. Et ce film, il me montre très bien, avec une touche d'humour. Voilà. Et j'aime bien la musique, ça c'est cool. Les musiques de John Carpenter sont toutes cool. Après, tir groupé encore. Premier Contact et Blade Runner 2049. Quel accent. Yeah. Donc, c'est le même réalisateur de ces deux films, c'est Denis Villeneuve, c'est un Canadien, québécois. Du coup, il a fait Premier Contact d'abord avant Blade Runner, et Premier Contact, c'est à la même manière que Rencontre du troisième type, c'est un peu centré sur la communication entre l'humain et la forme de vie extraterrestre. C'est comment on peut communiquer avec une forme de vie extraterrestre. Et c'est vachement passionnant. Bon, le twist final est un peu tiré par les cheveux, je trouve, mais... Faites genre, matez-vous rencontre du troisième type et Premier Contact, vous allez voir, c'est des films vachement intelligents et qui donnent à réfléchir si jamais on rencontre une vie extraterrestre. Blade Runner 2049. On l'a vu tous les deux au cinéma. Ouais. Et je pense, pour tous les deux, c'est la dernière grosse claque esthétique qu'on s'est pris au ciné. Grave, c'est clair. C'est magnifique. J'adore l'ambiance, c'est hyper dark, mais comme dans le premier, c'est vraiment de la science-fiction film noir. hyper sombre. C'est la science-fiction, film noir, un peu de jazz et tout ça, t'as la musique. Ouais, un peu moins dans celui-là, c'est plus... C'est plus moderne. Plus moderne, ouais, c'est... Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui se cale pas comme le 1, mais ouais, c'est le Blade Runner de notre génération, comme on peut dire, c'est beau, c'est beau. Ouais, toujours encore cette poésie noire, un peu comme dans le 1, Ryan Gosling qui est juste excellent, putain. Et t'as des trouvailles d'idées visuelles, mais genre... Bon, on en a marre, parce que ça fait 2 fois qu'on filme la fin de la vidéo, où on parle de Blade Runner 2049. Et ça fait... Il n'y avait plus de mémoire dans l'appareil photo, donc on avait la flemme pour une vidéo des rochers, et après on a pris l'iPhone et il s'est coupé. Donc, du coup, on vous le redit vite fait. Voilà. Ce film, c'est une claque esthétique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est dark, c'est de la poésie, c'est beau. Voilà, il y a une belle relation entre Ryan Gosling et c'est la fille en hologramme là, parce que ils sont tous les deux pas humains et ils en sont conscients, et c'est une relation qui est triste mais qui la rend belle. Voilà. Et il y a de bons acteurs, des idées visuelles complètement folles, une bonne musique de Hans Zimmer. Le contraste entre le rouge à Los Angeles et le bleu, orange et le bleu, noir, gris, entre chaud, froid, voilà, c'est... Bon bref, c'est très beau. Voilà, on adore. Voilà. Donc on vous laisse sur ça, et on vous dit... Tu vas voir jeudi.